Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aujourd'hui nous intéresser aux conjonctions de Saturne et Neptune en Bélier et aux corrélations que l'on peut faire entre ce cycle de conjonction et l'histoire de la Russie. Alors, comme j'accorde beaucoup d'importance au temps et que je ne souhaite pas en faire perdre à qui que ce soit, pour ceux qui n'auraient pas la patience de regarder cette présentation jusqu'au bout, je vous donne tout de suite la conclusion, qui est qu'il est probable au vu de ce cycle, donc que d'ici 2026, la Russie consolide ou étende son territoire. Nous allons voir le pourquoi du comment dans cette vidéo. Pour les autres, eh bien, vous avez le plan de cette présentation, à savoir une introduction rapide, ensuite l'explication du cycle, les événements historiques liés à ce cycle, les déductions qu'on peut en faire, et enfin une projection dans le futur. Je tiens aussi à préciser que cette présentation est basée sur un article que j'ai écrit il y a environ 1 ou 2 mois sur mon blog. Alors c'est en anglais, mais si vous lisez l'anglais et que vous êtes intéressé pour suivre mon travail à l'écrit, qui est peut-être plus détaillé, eh bien vous pouvez le faire sur astraclavis.substack.com. Substack, c'est une plateforme de blog, newsletter, mais vous n'avez même pas besoin de vous inscrire pour consulter les articles. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Oui, donc c'est en anglais. Je précise, j'en profite aussi pour préciser que j'ai rarement l'occasion de parler français dans mon quotidien, donc je m'excuse d'avance pour les éventuelles imprécisions de langage. Commençons. Alors cette fameuse conjonction Saturne-Neptune, elle est très attendue par les astrologues et attendue, je dirais même crainte, et elle génère en tout cas pas mal de préoccupations vis-à-vis de ce qu'elle pourrait symboliser au niveau des événements mondiaux. Alors, la conjonction sera exacte uniquement le 20 février 2026, donc il reste un peu moins d'un an, mais il faut dire que cet été, les deux planètes, Saturne et Neptune, vont presque danser ensemble de façon très rapprochée. Mais voilà, la conjonction sera exacte à 0 degré du Bélier en 2026, le 20 février. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis que le cycle Saturne-Neptune est plus grand que le cycle des conjonctions Saturne-Neptune en Bélier. C'est très important de comprendre que ce dont on va parler aujourd'hui, ce n'est qu'une fraction d'un cycle plus grand. Donc le cycle Saturne-Neptune. Et ce cycle de ces deux planètes, il n'est pas seulement relié à la Russie ou à des histoires géopolitiques. C'est un cycle dont la symbolique peut être très vaste, variée, dans des domaines tels que la culture ou la science, par exemple. D'ailleurs, sur le blog que j'ai cité, donc astraclavis.substack.com, j'ai fait un article il y a plusieurs mois sur la relation entre ce cycle et, par exemple, le développement de la physique quantique, mais aussi on va dire de la propagation des idées gnostiques dans la culture moderne. Et puisqu'on va parler de la Russie aujourd'hui, le développement de la Russie est intimement lié à ce cycle de Saturne et Neptune. Mais encore une fois, aujourd'hui, ça ne sera que les conjonctions en Bélier. Mais par exemple, en 1989, chute du mur de Berlin, c'est une année où il y a eu 3 conjonctions exactes entre Saturne et Neptune. Donc, si on veut étudier l'histoire de la Russie dans son ensemble, c'est un cycle qui est à prendre également dans son ensemble. Alors, que représentent Saturne et Neptune? Pour simplifier, Saturne, on peut l'associer aux limitations, à ce qui pose des limites aux frontières, tandis que Neptune, c'est cette idée de dissolution, de voile également, d'illusion, et on verra comment ces symboles peuvent s'agencer pour raconter une histoire. Alors le cycle des conjonctions de Saturne et Neptune dans le signe de Bélier,
se déroule de la façon suivante. Il y a 3 conjonctions séparées de 323 années, puis on peut dire une pause de 825 ans jusqu'à la prochaine conjonction, jusqu'au prochain mini-cycle, on va dire, où il y a encore une fois 3 conjonctions. Donc on peut dire que c'est composé de 2 mini-cycles de 3 conjonctions dans ce signe, avec entre les deux une pause de 825 ans, ce que vous pouvez voir à l'écran. Et ce qui est intéressant, qu'on verra par la suite, c'est qu'il semble que les événements qui se passent au cours de la première conjonction d'un cycle, d'un mini-cycle, va trouver un écho au cours des 2 conjonctions suivantes. Et autre chose, c'est que d'un mini-cycle à l'autre, il y a comme une image miroir, un reflet. On verra pourquoi je dis ça par la suite. Alors les dates auxquelles on va s'intéresser aujourd'hui sont moins 91, 232, 555, puis 1380, 1703 et 2026. Voilà, ici je vous ai mis un tableau des dates exactes des conjonctions avec le degré auquel ces conjonctions ont lieu et également les positions de Pluton, Uranus et Jupiter, puisque ça apporte des nuances alors qu'ils ne seront pas étudiés aujourd'hui, mais c'est important de comprendre qu'on ne peut pas isoler des éléments. On ne peut pas dire telle planète s'est retrouvée dans tel signe à telle époque, donc la prochaine fois qu'elle va se retrouver de nouveau dans ce signe, il va se passer la même chose. C'est plus complexe que ça, il y a des cycles dans des cycles. Le cycle que fait Saturne-Neptune se retrouve lui-même imbriqué dans d'autres cycles plus grands ou plus petits, etc. Par contre, ce qu'on peut voir sur le tableau, c'est que, par exemple, Pluton, à chaque fois que Saturne et Neptune font une conjonction en bélier, Pluton est soit en taureau, soit en lion, soit en verseau. Et si on voulait avoir une vision plus précise, il faudrait prendre en compte tous ces éléments. Alors, quels événements historiques on pourrait relier à ce cycle lors des 5 dernières conjonctions de Saturne et Neptune en bélier? Alors, pour moins 91, nous allons parler des Scythes, des Sarmates et de la culture Tsarubinsi. Pour 232, on va parler des Goths, de la guerre perso-romaine et de la culture Kiev. Pour 555, des Gokturks, des Avars et de la migration slave. Pour 1380, la bataille de Kulikovo. D'ailleurs, il y a une erreur, il me semble en français, je crois que c'est K-O-U. Bon, peu importe. Et pour 1703, la fondation de Saint-Pétersbourg. Il faut quand même préciser que le premier cycle, c'est-à-dire moins 91, 232 et 555, a quand même été assez difficile à analyser, puisqu'il est très difficile d'obtenir des événements précisément datés, surtout pour tout ce qui se passait en dehors de l'Empire romain. D'autant plus que je ne suis pas du tout un historien ni un expert dans le domaine. Donc ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est une simplification. Alors ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne seraient pas familiers de la géographie des régions évoquées ou des groupes sociaux impliqués, j'ai fait des cartes en maintenant les frontières actuelles, comme ça ce sera plus facile de visualiser. Donc, première conjonction Saturne-Neptune en bélier à laquelle on va s'intéresser, moins 91, les Scythes, les Sarmates et la culture Tsarubinsi. Alors les Sarmates que vous voyez représentés en bleu sur la carte, c'était un peuple de nomades qui dominait ce qu'on appelle la steppe pontique, c'est-à-dire une région qui s'étend vraiment de l'est de l'Europe jusqu'à l'Asie centrale, donc on va dire de l'est de l'actuelle Ukraine jusqu'au Kazakhstan. Et donc à cette époque, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils décident de se déplacer vers l'ouest. Et ce faisant, ils pénètrent sur le territoire d'un peuple qui est assez similaire, qu'on appelait les Scythes, et prennent le dessus. Donc les Scythes perdent leur pouvoir dans cette région et conservent uniquement la région qui serait l'équivalent de l'actuelle Crimée. Mais il y a un troisième peuple qui se retrouve impliqué dans ce conflit, de façon, on va dire, subie, indirecte. C'est ce qu'on appelle actuellement la culture Tsarubinsi, qui est considérée comme la candidate la plus probable pour représenter les ancêtres des Slaves. Donc ça serait des proto-Slaves. Ces proto-Slaves
vont être affectés par le conflit entre les Sarmates et les Scythes, par cette invasion des Sarmates. Alors certains de ces proto-slaves vont être faits esclaves, vont être subjugués par l'envahisseur, vont être intégrés parfois, mais d'autres vont migrer vers le nord et l'est dans des zones forestières encore plus denses. Sachant que ce n'est pas blanc ou noir, puisque certains de ceux qui vont migrer vont également avoir intégré des éléments culturels ou même techniques des deux autres peuples, des Scythes et des Sarmates. Et donc, ce schéma d'interaction, qui est composé d'une adaptation sous la pression mise de façon directe ou indirecte par d'autres peuples, ou par des conflits impliquant ces peuples, et également une forme de consolidation identitaire, c'est un schéma qu'on va voir se répéter pour ces peuplades proto-slaves ou slaves par la suite. Conjonction suivante de Saturne et Neptune dans le signe du Bélier, on se retrouve en 232. Nous avons affaire au Go, à la guerre perso-romaine et à la culture Kiev. Donc en 232, l'empereur de l'Empire romain, qui est Sévère Alexandre, alors Empire romain que vous voyez en jaune sur la carte, lance 3 contre-attaques contre le roi Ardashir Ier et son empire sassanide en vert, empire sassanide, autrement dit l'empire perse. Et c'est en fait un nouveau chapitre dans les guerres dites perso-romaines. Alors, les proto-slaves de l'époque, appelés culture Kiev, que vous voyez en rouge, ne sont pas impliqués directement, mais pourtant les conflits entre l'Empire romain et l'Empire perse vont avoir des répercussions très importantes pour ces peuplades, notamment des perturbations commerciales, c'est-à-dire qu'ils vont devoir développer plus d'autosuffisance, mais aussi plus de partage des ressources. Et également le fait que la présence romaine soit diminuée aux frontières de l'Empire va créer un terrain propice à un développement culturel plus autonome de ces peuples-là. On a également le dernier élément de cette histoire, les Goths, qui au même moment migrent vers le sud et font des incursions sur les territoires slaves. Ces incursions, elles vont également renforcer les frontières culturelles des proto-slaves et les forcer en quelque sorte à avoir une structure plus unifiée. Et le groupe proto-slave prédominant qui va se distinguer justement de tous ces événements, c'est ce qu'on appelle la culture de Kiev. Et qui va connaître également, comme à la date précédente, une migration vers des régions plus forestières, vers le nord-est. Là encore, on retrouve ce même schéma de pression externe, directe ou indirecte, qui, en quelque sorte, fertilise l'identité slave ou russe en devenir. Troisième date et dernière de ce premier cycle Saturne-Neptune en Bélier, c'est 555 avec les Gökturks, les Avars et la grande migration slave. Alors, on se retrouve avec un empire byzantin sous Justinien Ier qui atteint justement à cette date sa plus grande extension de territoire depuis la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais c'est aussi une année charnière pour l'histoire de l'Asie centrale, puisqu'on va avoir un changement majeur dans cette région. Jusqu'à cette année-là, l'Asie centrale était dominée par ce qu'on appelle le Khaganat Rouran. Khaganat, c'est l'équivalent d'empire, en fait, si vous voulez. Donc, l'Asie centrale était dominée par le Khaganat Rouran, mais il va être renversé cette année-là par un groupe qui lui était soumis jusqu'alors et qui s'appelait les Gökturks. Ces Gökturks, ils étaient dirigés par le clan Ashina, dont les descendants seront ce qu'on appellera plus tard les Khazars. Donc, les Gökturks renversent le Khaganat de Rouran et devient le Khaganat Gökturk, donc le premier empire turc, si on veut. Et avec ce renversement vient une extension phénoménale de leur territoire, ce qui fait qu'ils s'étendent également à l'ouest, ce qui va apporter des changements majeurs, même en Europe. Donc, les Gökturks étendent leur domination vers l'ouest, et une partie des forces du Rouran fuient également vers l'Europe, où ils vont arriver et se faire connaître sur le nom d'Avars. Alors, il y a un débat académique
historiographiques sur le fait de savoir si ces Avars faisaient vraiment partie du Huran ou pas. Certains disent qu'ils étaient en réalité des usurpateurs d'identité, et donc les appellent les pseudo-Avars. On ne va pas rentrer dans ce débat, ce n'est pas forcément très important pour ce qui nous intéresse. Donc, l'Empire byzantin voit arriver ces Avars et décide de les engager pour se défaire ou pour soumettre les Slaves de l'époque qui faisaient des incursions dans son territoire. Alors, il y avait deux groupes principaux de Slaves à l'époque, qui d'ailleurs s'affrontaient entre eux, les Antes et les Slavènes ou Slavénies. Et donc ces groupes vont se retrouver confrontés aux Avars. Certains vont finir par être dominés ou éliminés. D'autres vont migrer vers le sud et s'installer. Ils vont devenir les ancêtres des Slaves du sud, tandis que d'autres vont, encore une fois, migrer vers l'est. Mais cette migration forcée et ces affrontements vont finalement renforcer leur organisation politique, mais aussi défensive, militaire. Et cela va poser les bases du futur réseau urbain du premier État slave de l'Est de l'histoire, à savoir la Russe de Kiev. Et ce qu'on appelle la Russe de Kiev, ce sont en gros les populations qui sont considérées comme les ancêtres des Russes, des Ukrainiens et des Biélorusses. Et donc ce qu'on peut voir à la fin de ce premier cycle de conjonction de Saturne-Neptune en Bélier, c'est cette construction presque forcée, subie de cette identité slave, justement. Nous allons donc passer maintenant au deuxième cycle de ces conjonctions. On va se retrouver 825 années plus tard, en 1380, avec la bataille de Koulikovo. Alors à l'époque, la région occidentale de la Russie, elle est constituée de diverses principautés. Et ces principautés, j'en ai représenté deux sur la carte, à savoir la principauté de Moscou et la principauté de Ryazan. Mais il faut bien sûr prendre en compte qu'il y en avait tout un tas d'autres. Simplement que ce sont celles qui nous intéressent pour cet événement-là. Et toutes ces principautés, donc de Slaves en fait, sont sous le joug de l'empire nomade mongol qu'on appelle la Horde d'Or, qui était elle-même constituée de deux hordes, l'Horde bleue et l'Horde blanche. Et vous pouvez voir sur la carte l'étendue du territoire contrôlé par l'Horde d'Or. C'est impressionnant. Alors la principauté de Moscou, elle est dirigée par le prince Dimitri Donskoy, qui gagne de l'influence et qui refuse de payer le tribut à la Horde, qui était quelque chose qui était demandé à tous les vassaux. C'est le premier à défier directement l'autorité mongole et donc il refuse les conditions imposées à son peuple. Il est d'ailleurs aujourd'hui considéré comme un saint par l'Église orthodoxe. Alors face à cet affront, Mamaï, qui est dirigeant de la Horde d'Or, décide de s'allier avec le Grand-Duché de Lituanie, en vert sur la carte, et avec la principauté de Ryazan pour remettre de l'ordre et soumettre Dimitri Donskoy et la principauté de Moscou, puisqu'il se trouve que ces deux-là avaient déjà de l'animosité envers Dimitri. Alors pour une raison obscure, il paraîtrait que le prince de Ryazan avertit Dimitri de ce qui va se passer, et donc ce dernier décide de prendre les devants. Il n'attend pas d'être assiégé et marche directement vers son ennemi pour l'affronter plus tôt et par surprise. Donc cette rencontre entre l'armée de l'Horde d'Or et celle de la principauté de Moscou a lieu à Koulikovo et il s'ensuit un des plus grands combats du Moyen-Âge avec plus de 100 000 guerriers qui sont impliqués. Le prince Dimitri remporte la victoire, Mamaï fuit jusqu'en Crimée où il est tué et à ce moment-là, le commandement de la Horde est confié à son rival Tokhtamysh. Après sa victoire, Dimitri continue de refuser à payer le tribut et donc en représailles et pour réaffirmer son autorité, le chef de la Horde décide 2 ans plus tard de piller et d'incendier Moscou, ce qui fera 24 000 morts. Alors, malgré cela, c'est quand même un moment très important puisque c'est la première victoire des Slaves, d'un groupe slave contre la Horde, et ça va ouvrir la voie à la libération du vassalage russe
exactement 100 ans plus tard. Certains historiens considèrent ce moment, cette bataille de Koulikovo, comme le point de départ de l'émergence de la Russie comme nation. Donc c'est vraiment un moment très important dans l'histoire de la Russie. Autre moment très important, on passe à la conjonction suivante. 1703, fondation de Saint-Pétersbourg. Alors qu'est-ce qu'il se passait en 1703 ? Eh bien, le royaume, ou plutôt le tsarat de Russie, est en plein cœur de ce qu'on appelle la Grande Guerre du Nord, qui a débuté 3 ans plus tôt, et qui se fait contre l'Empire suédois. Donc pour résumer, la Russie s'allie au Danemark-Norvège, donc l'union des royaumes de chacun de ces pays, et également à la République des deux nations, qui est en fait l'union de la Pologne et de la Lituanie, pour faire la guerre à l'Empire suédois pour diverses raisons, notamment pour l'empêcher de s'étendre davantage, mais également pour reconquérir des territoires perdus auparavant. Et l'intérêt principal de la Russie, c'était d'obtenir un accès à la mer Baltique. Donc le 1er mai 1703, la Russie prend aux Suédois une forteresse située sur des territoires qui avaient été conquis au XVIIe siècle. Et le tsar de l'époque, Pierre le Grand, décide que 3 semaines plus tard, le 27 mai, sera le début de la fondation d'une nouvelle ville, à savoir Saint-Pétersbourg. Alors, il faut savoir que la construction de Saint-Pétersbourg, c'est probablement un des projets les plus ambitieux et difficiles de l'époque. Et c'est une véritable obsession pour le tsar. Pour lui, cette ville, c'était censé représenter une fenêtre sur l'Occident, et il voulait qu'elle rivalise aussi bien sur le plan culturel que architectural, avec des villes comme Amsterdam, Venise ou Paris. Alors, la construction sera complexe, très complexe, puisque des dizaines de milliers d'ouvriers vont périr, puisque cela se situe sur un terrain marécageux, avec beaucoup de moustiques, donc un foyer de maladies comme le paludisme ou la dysenterie. C'est aussi un territoire qui subit fréquemment des inondations de la Neva. Et du fait de son isolement, il y a un manque total d'infrastructures, ce qui rend l'acheminement des fournitures nécessaires extrêmement compliqué. Autre point intéressant dans cette histoire, c'est que ce désir du tsar de s'ouvrir sur l'Occident, de moderniser la Russie par rapport aux standards européens de l'époque, eh bien, va rencontrer de la résistance des milieux conservateurs russes. Et on verra dans la prochaine émission consacrée à l'astrologie de la Russie que ce point est important. Alors, en faisant cette recherche, je suis tombé sur une autre donnée assez curieuse. C'est le fait qu'il y aurait des sources qui indiqueraient que l'astrologie avait un rôle important à la cour du tsar. Certains suggèrent même que des événements politiques ou culturels étaient choisis, leur date était choisie en fonction justement de l'astrologie du moment. Alors je vous ai mis à l'écran la carte astrale de Saint-Pétersbourg et celle de Pierre Ier le Grand. Alors pour Saint-Pétersbourg, d'après les différentes lectures que j'ai pu faire et les recoupements, je pense que l'heure de midi doit s'approcher de l'heure, on va dire, de l'inauguration ou du début de la fondation de la ville. C'est à prendre avec des pincettes, c'est pas quelque chose de sûr. Mais en tout cas, ça nous donne une carte astrale intéressante puisque ça placerait l'ascendant en Vierge et le milieu du ciel en Gémeaux. Et pour une ville dont la vocation était d'être un phare culturel, je pense que c'est vraiment très approprié. D'autant plus qu'on a, comme on peut le voir, Mercure conjoint au milieu du ciel avec le Soleil qui est là. Mais bon, sachant que la carte est pour l'heure de midi, c'est normal que le Soleil soit conjoint au milieu du ciel. Mais là où ça devient encore plus intéressant, cette supposée carte de Saint-Pétersbourg, en tout cas l'heure n'est pas sûre, vous l'avez compris, eh bien c'est quand on la compare à celle du tsar, puisqu'on peut voir que lui aussi était né avec le Soleil et Mercure en Gémeaux, que
Jupiter est à 10 degrés de la Vierge, c'est-à-dire très proche de l'ascendant de la ville, l'ascendant supposé, ce qui symboliquement euh, est assez pertinent. Celui qui lance la ville, l'expansion, la création de cette ville, a son Jupiter, qui est justement la planète d'expansion, entre autres choses bien sûr, sur l'ascendant de cette ville. Et on voit qu'il a également la Lune. Alors là, ça dépendrait encore une fois de l'heure à laquelle il est né, puisqu'on ne connaît pas son heure de naissance. Mais en tout cas, sa Lune doit être aux environs de 8 degrés du Sagittaire. Et qu'est-ce qu'on voit dans la carte astrale que je propose pour Saint-Pétersbourg? Eh bien que le fond du ciel serait aux alentours de 6 degrés du Sagittaire. On a donc la Lune du tsar Pierre Ier le Grand, né le 9 juin 1672, conjoint au fond du ciel de Saint-Pétersbourg, la ville qui est en quelque sorte son trésor. C'est cette ville qui lui est particulièrement chère et qu'il a voulu absolument créer. Alors ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir l'heure de naissance de Pierre le Grand. Ça nous donnerait beaucoup plus d'informations, mais en tout cas déjà avec le peu d'éléments qu'on a, il y a déjà des choses intéressantes. Alors bien sûr, un ascendant vierge et un milieu du ciel en Gémeaux, les deux signes régis par Mercure, ça colle vraiment bien à cette idée de communication, d'intérêt pour l'autre, pour l'échange, pour l'apprentissage, pour la culture, ce qui correspond à ce qu'avait le tsar en tête au moment de la conception de Saint-Pétersbourg. Alors on a parlé de Saint-Pétersbourg, mais ce n'est pas la seule ville qui a été créée cette année-là. Au contraire, il y en a eu d'autres qui ont été construites et qui ont participé au développement et à l'avancée de la Russie. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce qu'on a vu jusqu'à présent? Si on revient sur le symbolisme de Saturne et de Neptune, donc on a Saturne, les structures, les limites, les frontières, Neptune, ce qui dissout, estompe, voile ou modifie. Donc on voit que cette conjonction de ces deux planètes en bélier correspond à des changements ou des redéfinitions dans les frontières, dans les limitations entre, par exemple, une culture et une autre, mais par le conflit, qui est un des mots-clés, qui est un des thèmes que l'on peut associer au bélier. On voit aussi que le développement de l'identité slave ou russe se fait lors de ces conjonctions par des guerres ou des batailles qui forcent à définir ce qui constitue le nous et ce qui constitue les autres. Alors, quand je dis que ces conflits se font par la guerre, ce n'est pas forcément des confrontations directes, comme on a vu. Mais la Russie, les Slaves sont en quelque sorte poussés. Il y a une nécessité d'aller de l'avant, de trouver de nouvelles voies ou même des nouveaux lieux. Et ce mouvement, c'est aussi quelque chose qu'on peut associer au bélier. Alors, comme on l'a vu, il y a une distinction entre le premier cycle qu'on a étudié et le deuxième. Dans le premier, il y a quelque chose qui est plus passif, plus subi, et un mouvement des Slaves qui se fait vers l'Est. Tandis que dans le deuxième cycle, il y a quelque chose qui est plus actif. Il y a une réaffirmation de l'identité russe ou slave, et la force devient un moyen de cette affirmation. Et on peut voir aussi une consolidation, et dans certains cas même une expansion des territoires russes, avec une avancée qui se fait cette fois-ci vers l'ouest. D'où ce que je vous disais au début d'effet miroir. Et donc, ça nous amène à nous demander, eh bien, pour la prochaine conjonction Saturne-Neptune en bélier, qui a lieu donc le 20 février 2026, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Alors, j'ai déjà dit au début, la prochaine émission rentrera plus dans le détail de la Russie actuelle, mais rien qu'en se basant sur ces cycles de conjonction, il semblerait que la Russie va quand même réussir à s'étendre ou du moins stabiliser son territoire, se consolider sur ses positions. Est-ce que ça veut dire qu'elle va conserver les territoires qu'elle a commencé à prendre ou reprendre? Ça, c'est selon le point de vue
à l'Ukraine. Je pense que c'est possible, effectivement. Mais est-ce que cela implique aussi que le conflit va continuer et que les propositions de paix de diverses parties ne vont pas aboutir? Eh bien, je vous propose qu'on laisse ça en suspens et que l'on attende le prochain podcast pour voir si on arrive à y voir plus clair. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cela vous aura intéressé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser dans les commentaires. Et sur ce, à bientôt.